par se dire de quoi on parle, c'est quoi l'agriculture urbaine, qu'est-ce que ça recoupe, est-ce que c'est vraiment intéressant de se questionner sur l'agriculture urbaine aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a déjà suffisamment de littérature sur ce sujet et que maintenant il faut laisser faire les expériences, les expérimentations? Est-ce que l'agriculture urbaine est une utopie totale et absolue, ou est-ce qu'elle peut avoir vraiment un sens dans un monde où plus de 80%, on doit être maintenant à 85% de la population mondiale qui vit dans des espaces urbains. Donc on va à la fois se poser des questions peut-être un peu philosophiques, mais aussi sociologiques finalement, quand on va s'interroger sur... c'est le livre de Damien Deville, donc, que je vais vous présenter tout à l'heure, qui me l'évoque beaucoup, la société jardinière. Est-ce qu'on a vraiment envie que les villes deviennent des cités où l'on produit, on consomme? Est-ce que ce n'est pas complètement fou ou délirant ou incohérent peut-être même de rêver à des cités qui pourraient produire directement et se livrer? Et les expériences municipales tentées peuvent démontrer que c'est pas si évident de fantasmer là-dessus, et que ça peut être quelque chose d'absolument utopique et qu'il faut revoir les choses même. On va donc s'interroger aussi sur l'intérêt de l'intervention de la puissance publique. Parce qu'il peut y avoir des expériences finalement qui disent on voudrait juste exercer tout cela dans un cadre commercial privé et lever les barrières qui nous empêchent de le faire, mais il n'y a pas de raison que la puissance publique soit interventionniste finalement dans ce secteur-là. Donc c'est plutôt ces questions-là qu'on va soulever aujourd'hui de façon générale. Et ça tombe plutôt bien parce qu'effectivement, on a une loi d'orientation agricole qui est en préparation par le ministère de l'Agriculture. Donc, ça fait plus d'1 an qu'il y a des concertations au niveau régional, au niveau national, pour préparer cette loi d'orientation agricole. Alors, une loi d'orientation agricole, c'est un outil législatif qui permet d'organiser la politique agricole d'un pays, on va dire, et ça donne les grands axes pour les 10 années à venir sur l'agriculture et quelle direction on veut donner. Alors ça, c'est un outil parmi d'autres, hein, parce qu'il y a la PAC, la politique agricole commune, qui est discutée au niveau de l'Europe. Hein. C'est un des gros outils aussi, hein, qui permettent quand même de donner, c'est ce qui permet de donner les aides de la PAC, notamment aux agriculteurs, et qui est décliné en France par le plan stratégique national. Voilà, donc il y a plusieurs outils, et après nous, on a aussi donc la loi d'orientation agricole. Je crois effectivement que l'agriculture rurale, il y a un enjeu majeur à ce qu'elle ne soit pas accaparée par des méga exploitations qui vont inévitablement aller vers une agriculture conventionnelle, industrielle, intensive et désastreuse d'un point de vue environnemental, et désastreuse aussi pour la biodiversité des territoires. Et donc, il faut redensifier la population d'agriculteurs et trouver donc des modèles économiques sur des plus petites surfaces avec, pour que ce soit donc pérenne d'un point de vue économique, recréer davantage de valeur ajoutée à l'hectare cultivé, soit en montant dans la chaîne de valeur, en transformant les produits, soit en allant vers des produits de qualité. Voilà, il y a différents moyens, et toujours également avec un souci de diversification. Mais plus important encore, ça redonne de l'épaisseur à leur existence, de la diversité à leur existence, qui participe à un chemin d'émancipation. Il y a une capacité de repenser la ville en crise, les villes pauvres, à partir des jardins. D'où le terme de société jardinière, qui fait à la fois référence à cette micro-société au sein d'Alès que sont les jardiniers, qui est parfois déconnectée un peu du reste de la ville, pas tout le temps. Mais c'était aussi un terme prospectif, se dire que nos sociétés peuvent devenir jardinières, c'est peut-être finalement le plus grand malheur qu'on puisse se souhaiter. Ça me fait penser à cette phrase de Gilles Clément qui disait que les jardins sont des lieux où de tout temps l'humain a mis le meilleur et le plus beau de son époque. Ouais, cette phrase, bon, ça a été aussi des zones de conflit, hein, elle est un peu fantasmée cette phrase, mais elle est source d'une poésie qui peut mettre les gens en mouvement, quoi. Et donc, pour résumer, puis après je m'arrête là, pour pas être trop long, mais reprendre conscience des territoires,
permet de mettre les gens en mouvement pour plein de projets qui participent à l'émancipation globale des individus. Les jardins, l'agriculture urbaine est l'un des exemples de ces projets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que par le fait qu'ils sont réintégrés dans un projet de ville, ces lieux si ordinaires que sont des jardins deviennent une cause commune, finalement. Il faut faire cause commune des choses communes, au fond. Et les jardins reflètent très bien ça. C'est des outils du quotidien qui permettent une critique de la société dans leur ensemble et qui permettent une émancipation des individus dans leur ensemble. L'essentiel, c'est de créer dans une loi agricole peut-être, c'est de créer les premiers leviers qui permettent ces chemins d'apprentissage. Voilà. L'accès au foncier en est un, la connaissance d'un territoire en est une autre, par exemple. Une première grande famille, on va dire, d'agriculture urbaine, c'est celle dont Damien parlait. Ce sont les agricultures urbaines non marchandes. Ce sont les historiques, en fait. Les jardins collectifs, ce qu'on appelait avant les jardins ouvriers, mais aujourd'hui les jardins familiaux, les jardins partagés, parfois même les poulaillers collectifs, etc. Les formes non marchandes ont énormément de vertus, donc comme l'a souligné Damien, ne vont pas forcément nourrir les villes, mais contribuent quand même via l'autoproduction à diminuer la précarité alimentaire pour beaucoup de populations. Donc déjà, c'est une vertu qu'on peut souligner. Ensuite, on a les vertus d'une autre forme d'agriculture urbaine. On va appeler ça les structures marchandes productives. Donc là, ce sont des structures d'agriculture urbaine, typiquement des fermes indoor dont on parlait tout à l'heure. Donc ça peut être des fermes très technologiques ou ça peut être aussi des fermes moins technologiques, mais par exemple en sous-sol, où on fait des champignons, etc. Où là, l'enjeu, c'est plutôt la production. Donc là, il faut vraiment se poser une question, c'est quel est l'intérêt d'avoir de la production en ville sur des produits à haute valeur ajoutée. On pourra en reparler là-dessus. Mais il y a une autre catégorie de formes marchandes d'agriculture urbaine qu'on oublie souvent, ce sont les fermes périurbaines. Donc les fermes périurbaines, c'est l'ancienne ceinture maraîchère de la ville qui a existé jusqu'à récemment. Au 19e siècle, 95% des fruits et légumes mangés à Paris étaient produits en Île-de-France. Les villes ont beaucoup changé, la production a beaucoup changé, tout a beaucoup changé, mais aujourd'hui, face aux défis écologiques, alimentaires, sociaux, on ne peut que espérer une recréation de ces ceintures maraîchères.